Bonjour à tous, bienvenue sur notre stand pour cette table ronde autour du FIRE augmenté dans le domaine de la santé. Donc je suis Olivier Desvernois, médecin de formation et directeur des opérations Intersystems France, et je suis accompagné de Luc et Guillaume que je vais laisser se présenter. Donc bonjour à tous, Luc Chatti. Donc moi je suis le fondateur de la société Firestein et expert Fire. Donc j'accompagne les acteurs de la santé numérique sur la transition Fire. Bonjour, Guillaume Rongier, je suis ingénieur avant-vente chez Intersystems et spécialiste Fire et des intégrations sur la plateforme Iris. Merci beaucoup. Alors, est-ce que déjà l'un de vous, parce que je vais jouer en fait aujourd'hui un petit peu le rôle du naïf, puisque je suis médecin de formation et je n'y connais absolument rien en Fire. Donc, est-ce que l'un de vous déjà pourrait m'expliquer ce qu'est le Fire? Alors, le Fire déjà, ça n'est pas une norme. Je vais déjà aller vers là, parce que j'entends beaucoup de gens parler de normes Fire. Fire est un standard. Donc, c'est un standard d'interopérabilité et de modélisation de la donnée de santé. Donc c'est un standard qui va permettre des échanges et de pouvoir faire vivre la donnée de santé. En revanche, si vous voulez une norme, il faut prendre les profils français créés par l'ANS par exemple. Voilà. Fire, c'est le transport et la modélisation de la donnée qui va permettre des usages et l'interopérabilité entre les acteurs. Si je comprends bien, la norme est plus stricte que le standard. C'est ça. Un exemple simple, en Fire, un patient, ça peut être un animal chez le vétérinaire et un patient aux urgences. Donc si on dit qu'on fait une ressource patient Fire, finalement, ce n'est pas du tout assez strict pour garantir l'interopérabilité. Alors qu'à l'inverse, si je prends la ressource patient définie au niveau national, là, on a rajouté beaucoup de contraintes et on est sur du normatif. Alors, quelle est la différence justement entre le Fire et puis les standards d'interopérabilité habituels tels que le HL7 dans la santé? Alors, les anciens standards d'interopérabilité ne faisaient vraiment que de l'interopérabilité. Le Fire apporte plusieurs choses. La modélisation de la donnée, principalement. En fait, c'est un langage orienté développeur. Le but derrière le Fire, c'est d'avoir un langage que les développeurs puissent comprendre, prendre en main facilement et développer facilement des applications de santé. C'est la couche transport, c'est la couche modélisation. Il ne reste plus qu'à développer une application. C'est vraiment sur la partie modélisation de la donnée de santé que le Fire est une révolution. Toi, Guillaume, tu as déjà développé sur du Fire? Oui, j'ai de l'expérience en fin de compte des deux domaines, c'est-à-dire l'HL7V2, qui est l'ancien protocole, et le nouveau protocole. Et clairement, il n'y a pas photo. C'est quand on travaille en Fire, on a déjà une modélisation. On est sur des standards. Mon background fait que je ne viens pas de l'informatique en santé. J'étais dans de l'informatique de gestion ou de l'informatique industrielle. Et avec le Fire, je me retrouve dans ma zone de confort qui était dans l'informatique de gestion industrielle. C'est-à-dire avec des API standardisés et au format JSON avec des grappes d'objets, ce que je ne retrouvais absolument pas dans l'HL7V2. C'est une révolution pour un développeur. D'accord. Alors, c'est intéressant parce qu'en plus, on parle du Fire comme étant une nouveauté en France, mais finalement, dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, c'est plutôt la règle que la nouveauté. Alors, Luc, je ne sais pas si tu peux... C'est même plutôt la loi, c'est-à-dire que depuis le 31 décembre 2022, Fire est obligatoire dans les hôpitaux américains. Ils ont effectivement une énorme longueur d'avance par rapport à nous, puisqu'il y a 3 ans, 90% des hôpitaux français étaient sur le standard Fire. Américain, pardon. Étaient sur le standard Fire, alors qu'en France, on commence à peine à s'y intéresser. Alors, est-ce qu'il y a des raisons à ça, des freins particuliers à l'utilisation en France, ou c'est juste un retard structurel sur l'adoption de nouvelles technologies? Alors, déjà, HL7 est basé aux États-Unis, donc forcément ça aide. Et il y a en France un manque d'expertise sur le standard qui est plutôt flagrant. Enfin, de façon simple, jusqu'en 2022, il y avait une personne certifiée Fire en France qui était à l'ANS. Il y avait plus d'une centaine de certifiés Fire aux États-Unis. Toi-même, tu es certifié. Je crois qu'en France, vous êtes 6, 8. Alors, ça évolue beaucoup en ce moment.
Mais effectivement, en France, désormais, il y a 8 certifiés Fire, dont 4 chez FireSign. Et du coup aussi en termes de technologie et de compatibilité Fire, le fait, alors entre autres que Intersystems soit implanté en France et que notre socle de technologie soit utilisé, aux États-Unis, soit utilisé partout dans le monde, ça permet en effet d'être à l'heure sur les derniers développements technologiques, l'utilisation de la norme, et puis que nous on s'appuie dessus pour pouvoir être en avance sur le marché français. Quelles sont les applications qu'on commence à deviner sur le marché français en termes de Fire? Les applications, les cas d'usage. Les cas d'usage. Il y a énormément de cas d'usage qui commencent à apparaître. Le partage de documents. Il va y avoir un énorme sujet sur l'IoT, puisque le Bon Espace Santé a défini des profils pour l'IoT, justement, patient. Mais l'un des énormes ROI pour les hôpitaux et les structures de santé, ça va être l'IoT au sein de l'hôpital, ça va être l'hospitalisation à domicile, ça va ouvrir des nouveaux cas d'usage et ça va permettre, pour moi, le plus gros cas d'usage et quelque chose qu'on attend depuis des années, c'est la communication ville-hôpital. C'est de pouvoir partir avec son dossier médical quand on déménage. On ne fait pas du Fire pour faire du Fire. On fait du Fire parce que ça répond à un besoin du terrain, à un besoin patient. Voilà, c'est une révolution et ça va vraiment, je l'espère, simplifier la vie des professionnels de santé et des patients. Tout à fait, moi j'irais même plus loin. Il y a un buzzword en ce moment, ça s'appelle le Web 3.0. Et je vais repartir de la définition du Web 3.0. On avait le Web 1.0 qui était ininteractif. On n'était là que pour consommer Internet sur des pages fixes. On a eu le Web 2.0, on commence à interagir avec Internet. On est capable de poser des questions, on a des réponses. Il y a un biais qui s'est créé avec le Web 2.0 qui est la centralisation des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a centralisé nos données au niveau des GAFAM, au niveau du cloud, etc. Et la promesse du Web 3.0 avec la blockchain, etc., c'est de redécentraliser ces données. Et avec la norme Fire, moi j'ai un rêve, c'est que j'ai mon dossier patient sur mon téléphone, en fait. C'est qu'il ne soit plus stocké dans les DPI. Quand je déménage, quand je voyage, quand je vais voir mon praticien, quand je vais voir un hôpital, je leur autorise à accéder à mon dossier, ils amendent le dossier, je récupère le dossier. Et ça, c'est une promesse que le Fire pourrait être une solution au niveau des réponses. Ça, c'est une belle perspective d'avenir. Aujourd'hui, on entend souvent parler du Fire dans des contextes d'entrepôt de données de santé, par exemple. Et puis, on entend souvent parler Fire documentaire versus autre Fire. Donc, quelles sont les différences et comment est-ce qu'on peut utiliser le Fire aujourd'hui sur un entrepôt de données de santé, un data lake médical Alors, Fire peut être utilisé de plusieurs façons sur un entrepôt de données de santé. Ça peut être utilisé effectivement pour stocker la donnée, parce que c'est à l'heure actuelle l'un des standards, même s'il ne fait pas exactement du stockage, les solutions logicielles qui se sont développées autour permettent de le faire et permettent de stocker énormément de données, en particulier de la donnée financière. Pourquoi est-ce que les États-Unis sont partis sur le Fire pour leur recherche au lieu de l'OMOP? C'est parce que la première recherche qu'ils ont voulu faire, c'est qu'est-ce qui coûte de l'argent, comment on peut être rentable, tout simplement. Ça peut être utilisé aussi dans les entrepôts de données de santé. On parle des entrepôts comme si c'était une solution logicielle. Un entrepôt de données de santé, c'est des acteurs différents pour le consentement, pour l'anonymisation, la pseudonymisation. C'est récupérer les données, faire des mappings syntaxiques et sémantiques pour que la donnée soit utilisable. Et donc, tous ces acteurs-là, c'est soit on fait à chaque fois du sur-mesure pour chaque entrepôt de données de santé, soit on peut aussi dire le consentement, par exemple, pour le récupérer, c'est du Fire, on standardise, et c'est du plug and play avec n'importe quelle solution de consentement. Voilà. Donc ça peut être utilisé pour standardiser les EDS et pour standardiser la donnée dans les EDS. Est-ce qu'on pourrait donner une petite définition de l'OMOP? Tu as cité l'OMOP, mais qu'est-ce que l'OMOP par rapport au Fire? Alors, le Fire, à la base, c'est vraiment un standard d'échange et d'interopérabilité, là où l'OMOP est un standard de stockage de la donnée médicale. Voilà. Et donc, on est vraiment plus dans la base de données sur les couches basses, là où Fire est un standard à la base d'échange sur les couches hautes. C'est du coup le standard qui a été
qui est promu au niveau européen. Donc, je ne dis pas qu'il faut abandonner le OMOP, puisque les projets européens vont être en OMOP, mais il y a des solutions logicielles qui existent, qui font des serveurs Fire avec des exports OMOP. Et pour moi, à l'heure actuelle, c'est la solution la plus adaptée pour un entrepôt de données de santé. Donc c'est commencer en Fire, quitte à exporter en OMOP. Exactement. Je suis d'accord avec toi, je vais te rejoindre et je vais faire une petite parenthèse technique quand même pour expliquer techniquement la différence fondamentale entre l'OMOP et le Fire. C'est que le Fire, donc 90% du temps, on le stocke sous un modèle documentaire. Et le modèle documentaire n'est pas accessible pour faire de la recherche. C'est quand on stocke en documentaire, on doit prévoir les questions. Lorsqu'on stocke sous forme relationnelle, on peut utiliser ce qu'on appelle le SQL, qui nous permet justement de poser la question sans l'avoir anticipé. C'est un langage, on écrit ce langage et ça nous donne des réponses. Alors qu'avec le Fire, on est obligé d'avoir codé tous les change parameters, enfin d'avoir anticipé les questions. Et ça, c'est l'un des gros freins, de mon point de vue, du Fire pour pouvoir l'utiliser en tant qu'entrepôt de données de santé. Intersystem rompt cette barrière. On permet, typiquement sur des entrepôts Fire, de les projeter en relationnel et donc de les ouvrir à de la recherche. Tu as parlé de SQL, alors c'est purement une analogie sémantique, ça me rappelle en fait le CQL qui est complètement autre chose. C'est complètement autre chose, mais c'est lié. C'est-à-dire que effectivement, on parle de recherche. La question ensuite, c'est les résultats de nos recherches. Qu'est-ce qu'on en fait? Et il y a le CQL, Clinical Quality Language, qui est un standard également développé par HL7, qui va servir à tout ce qui est modélisation des processus et des arbres de décision. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, j'ai mes données en Fire dans mon entrepôt. Si je fais du SQL en Fire, je peux faire ma recherche. Et je prends un exemple simple. Je trouve les gens qui sont à risque du diabète et j'arrive à faire un logigramme qui va permettre de détecter les patients qui sont à risque du diabète. Donc ça, c'est ma recherche. J'ai trouvé les règles. Et les règles, je peux les standardiser en CQL. C'est-à-dire que n'importe quel hôpital va pouvoir utiliser ces règles. Et ça va me permettre, avec un moteur d'exécution CQL, de les faire tourner sur un serveur Fire et de retrouver tous les patients à risque du diabète dans mon hôpital. Voilà. Donc ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui et de plus en plus, on essaie de collecter la donnée de différents hôpitaux à des niveaux territoriaux, type GHT, et on pourrait par exemple imaginer qu'à un niveau de GHT ou à un niveau national, on puisse faire de la santé populationnelle prédictive, préventive, sur la base de ce genre d'entrepôt de données avec justement des queries en CQL qui permettent d'aller détecter des risques Exactement, c'est exactement ça. Et on peut aller beaucoup plus loin aussi pour l'aide à la décision, par exemple. Donc, par exemple, mes contre-indications médicamenteuses, elles peuvent être modélisées en CQL. Et donc, je suis capable, lorsque je prescris mon médicament, d'avoir cette connaissance et de savoir est-ce que le médicament est indiqué ou contre-indiqué pour mon patient. Parce que j'ai accès à son dossier médical en Fire et que j'ai la règle codée qui peut être, du coup, automatisée. Et le gros bénéfice, là tu citais les GHT, les regroupements territoriaux, c'est qu'avec le CQL et le Fire, ça pourrait être portable. C'est-à-dire que toutes ces règles, tu n'as pas besoin de regrouper toute la donnée au même endroit, tu l'appliques en fait aux différents endroits. Et après tu peux regrouper les résultats des différents endroits, plutôt que d'essayer de converger forcément en un point. Sortir du paradigme 2.0, du web 2.0, vers un paradigme 3.0. Porter plutôt les questions là où la donnée est que de ramener la donnée à un seul endroit et recentraliser la donnée. Par exemple. C'est un exemple. C'est pas... c'est un très bon exemple. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? C'est parfait, on a été très clair. Ouais. Super. Vous avez Merci tout compris, Luc. en fait. Merci à vous. Merci.